Le procès dans l'affaire, le procureur contre Alfred Yekatom et Patrice Edouard Ngaïssona, se poursuivit du 29 novembre au 17 décembre 2021 à la Cour pénale internationale à La Haye, aux Pays-Bas. Pendant cette période, 3 témoins ont été appelés par l'accusation afin de comparaître devant la chambre de première instance 5. Cette chambre composée du juge président Bertrand Schmitt, du juge Peter Kovac et du juge Chongu Chong. Les témoins ont comparu en bénéficiant de mesures de protection comme le recours à un pseudonyme, le floutage de l'image, la distorsion de la voix ou encore le recours à des huis clos partiels. Alfred Yekatom et Patrice Edouard Ngaïssona sont accusés de crimes de guerre et des crimes contre l'humanité commis par le groupe armé anti-Balaka contre la population civile musulmane lors d'un conflit qui les opposait aux groupes armés Séléka en République centrafricaine en 2013 et 2014. Les témoins ont été interrogés par les différents membres du bureau du procureur, par les équipes de la défense des 2 accusés et sur autorisation de la Chambre par le représentant légaux des victimes. Tous les 3 témoins ont parlé en langue française et ont pu être entendus à la fois en présentiel ou par liaison vidéo. Le témoin P1521 est le 22e témoin du bureau du procureur. Il a d'abord été interrogé par l'avocat principal de l'accusation, Maître Kweku Van Der Poel, au sujet des attaques de Séléka lorsqu'ils se sont rapprochés de la ville de Bangui. Il a déclaré qu'aux alentours de 2013 et 2014, il était nouvellement recruté dans l'armée et possédait de nombreuses informations sur l'avancée des troupes Séléka dans la capitale centrafricaine. En réaction de ces attaques, les témoins ont précisé que certains militaires de forces armées centrafricaines dites FACA étaient obligés de se cacher dans la brousse et d'autres ont fui le pays car à leur arrivée, les troupes Séléka cherchaient d'abord à neutraliser tous les militaires et les éléments de la garde rapprochés de l'ancien président Bozizé. Durant la 2e journée de sa comparution, le témoin continuait d'être interrogé par le bureau du procureur. Il a répondu à plusieurs questions en lien avec l'organisation des anti-Balaka lors de l'attaque de Gobert. Ce que je voudrais vous demander, vu le nombre important de personnes qu'il y avait sur l'axe où vous les avez rencontrées, est-ce que, ou plutôt je voudrais que vous me disiez ce que vous avez appris par rapport à leur motivation, sur le comment et pourquoi ils s'étaient organisés, quel était le but que ceux-ci poursuivaient. Bon, concernant l'autre là, ce que vous venez de l'afficher là, je me souviens, j'ai parlé de 2000 et ça c'est des informations qui m'a expliqué. Si vous voyez bien, à la fin j'ai dit je ne suis pas sûr de cette chiffre là, parce que c'est l'information qui m'ont parvenu. Ils ont parlé de plus de 2000 personnes, mais moi j'ai dit que je ne suis pas sûr de cette chiffre là. Parce que 2000 personnes dans la localité où vous en parlez, c'est quand même assez élevé. Bon, pour la motivation, je pense que ce qui a motivé l'anti-Balaka en général, c'est l'autodéfense. Parce que quand les Séléka sont arrivés, ils ont commencé à commettre des exactions sur les militaires comme les civils. Et les gens, les victimes, ils étaient des victimes, ils se sont retranchés à quelques endroits pour se protéger. Et en restant là-bas, ils croyaient qu'ils pouvaient faire quelque chose pour se défendre. Donc, dans l'esprit d'autodéfense, ils ont commencé maintenant à combattre les Séléka pour empêcher leurs exactions sur la population. Donc, la principale motivation que je sais, c'est ça. Lorsqu'interrogé sur sa propre motivation, les témoins ont répondu. Moi, personnellement, mon motivation, premièrement, c'est de me protéger et deuxièmement aussi de me venger parce que la Séléka fait des victimes, beaucoup dans ma famille, en province comme en Bangui. Lors du contre-interrogatoire du témoin par l'équipe de la défense Edouard Ngaïssona, Maître Marie-Hélène Prou a questionné les témoins sur les conditions de vie des anti-Balaka après l'attaque du 5 décembre. Bon, après le 5, les anti-Balaka, c'est-à-dire les anti-Balaka qui habitaient à Bangui, ils ont regagné leur foyer, leur maison, avec certains éléments. Et c'est là où j'ai dit, chacun a constitué son groupe dans son propre quartier, chez lui.
Donc, beaucoup plus, ce sont les parents qui donnaient à manger. Et ceux qui venaient de province, ils se trouvaient dans des difficultés pour avoir à manger. Et beaucoup plus, c'est la population qui les aidait. Et même parfois, ceux qui sont tombés le 5 décembre, ce sont les populations qui nous ont aidés à inhumer leur corps. Puisqu'on était en Ibanda, donc ce sont les populations qui nous ont aidés à inhumer leur corps. Donc en fait, d'une manière générale, on recevait les aides de population dans chaque quartier, dans chaque localité. Par la suite, les témoins étaient questionnés sur le financement que M. Ngaïsona aurait fourni aux anti-Balaka pour acheter des armes et des munitions destinées à attaquer la population civile musulmane. Il a précisé qu'à partir de 2014 jusqu'au début de l'année 2015, M. Ngaïsona n'avait pas de mainmise sur le plan opérationnel au sein de la coordination des anti-Balaka. Après plusieurs huis clos partiels, les témoins étaient interrogés sur les différents communiqués de presse publiés à l'époque de la crise par la coordination des anti-Balaka pour faire appel à la cessation des hostilités et se réconcilier avec les Séléka. Oui, je me souviens, avant de rédiger ce communiqué, je pense qu'on était avec, c'était pour moi pour la première fois, d'aller jusqu'à dans le 5e arrondissement, rencontrer les frères musulmans qui étaient dans cette localité. Et précisément, M. Mouktar et les autres. J'étais avec eux, 5e arrondissement, avant la fête du Ramadan. Donc on a échangé avec eux et je pense que c'est à mon retour qu'on a eu à rédiger ce communiqué-là. J'ai parlé avec eux en présence des commandants des zones du 5e arrondissement parce que c'est le 5e arrondissement qui faisait face au quartier en prédominance musulmane, précisément le quartier de kilomètre 5. Donc je suis allé dans le 5e arrondissement rencontrer les frères musulmans là. On a échangé avec eux. C'est à la suite des réunions que nous avons eues avec nos frères Séléka, musulmans centrafricains, musulmans comme chrétiens centrafricains, ceux qui étaient au camp Béal et ceux qui étaient au camp RDOT. On a échangé avec eux et comme eux, ils ont des combattants, il était justiciable d'aller vers les frères musulmans qui n'étaient pas des combattants, échanger avec eux pour les rassurer. Et notre objectif, ce n'est pas pour exterminer la communauté musulmane ou bien pour lutter contre la communauté musulmane. Nous, c'est pour faire partie des mercenaires qui étaient dans la coalition Séléka. Donc maintenant, on peut faire la paix. Face aux questions de la défense d'Alfred Yekatom, les témoins a affirmé avoir assisté à une tuerie des civils par les éléments de la Séléka, ainsi qu'aux exactions commises par la population non musulmane sur la population musulmane dans le 5e arrondissement en 2013. Le témoin P0876 a été à son tour interrogé essentiellement à huis clos partiel par le bureau du procureur. Maître Milan Dimitri, avocat de la défense d'Alfred Yekatom, a contre-interrogé le témoin sur plusieurs sujets, comme le groupe d'autodéfense qui ont repoussé les attaques de Séléka le 5 décembre, ainsi que le rôle de médias nationaux et internationaux durant la période de la crise en RCA. Pas seulement les radios centrafricaines, également les chaînes internationales, donc RFI, Radio France Internationale, la radio qui est beaucoup plus informée sur ce qui se passait. Et pratiquement tous les jours, on apprenait à la radio sur les médias, les méfaits de la Séléka, sur la population de l'arrière-pays, sur les journalistes, sur les pasteurs, sur les religieux, sur la population civile normale, sur les éleveurs, sur les chrétiens cultivateurs. Personne n'était laissé en marge de cette tuerie. Et cela a contribué d'abord à pousser chaque portion du peuple à s'organiser dans la résistance qu'ils appelaient autodéfense. Ils n'avaient reçu de financement de personne. Mais le sentiment de défense de la portion de terre que Dieu leur a accordée, sur laquelle vivent leurs ancêtres depuis toujours,
les a poussés à se soulever contre la tyrannie de la CEI. Au cours de son contre-interrogatoire conduit par maître Alexander Knops, conseil de la défense M. Ngaïsona, l'audition du témoin a été ponctuée de plusieurs huis clos partiels. En audience publique, les témoins ont parlé du contexte sociopolitique du conflit qui a secoué la Centrafrique entre 2013 et 2014. Est-ce que vous seriez d'accord avec moi, monsieur, pour dire que, en fait, tout ce conflit a débuté par ce qu'on appelle une invasion étrangère, une invasion de votre pays de forces étrangères? La République centrafricaine, tout son peuple, ont toujours été victimes de combats entre puissances étrangères, et beaucoup plus l'envie de faire main basse sur les richesses sol et du sous-sol de ce pays, qui crée son malheur tous les jours, chaque année, où il y a toujours des problèmes de guerre civile dans ce pays. En l'occurrence, ce conflit dont il est question aujourd'hui est la résultante de l'une de ces guerres de positionnement, de l'invasion du pays pour avoir le contrôle sur les richesses du pays. Je suis entièrement d'accord avec vous. Enfin, le 24e témoin de l'accusation portant les pseudonymes P0475 a été interrogé par maître Kweku van der Poel au sujet des origines de la division entre les communautés chrétiennes et musulmanes en République centrafricaine. Et ce que je vous avais fait remarquer que nous, musulmans et chrétiens, on vivait en symbiose. On vivait en symbiose, il n'y avait même pas de différence entre un chrétien et un musulman. Et c'est suite à cette crise-là qu'il y a eu cet amalgame. Mais la plupart des temps, les exactions étaient faites par les Balaka, par les anti-Balaka. C'est pas, les exactions n'étaient pas faites par la population. Bon, il arrivait deux fois que les populations réagissaient contre les musulmans, mais la plupart des temps, c'était des anti-Balaka qui faisaient des exactions sur la communauté musulmane. Avec l'autorisation de la Chambre, la représentante légale de victimes, Elisabeth Rabé-Sandratana, a aussi adressé des questions à ses témoins pour les victimes représentées dans cette affaire. Cette pratique de la religion a-t-elle été affectée après la destruction des mosquées? Oui, effectivement, la pratique de cette religion est affectée suite à la destruction des mosquées. Tout simplement parce que les musulmans maintenant, après la destruction des mosquées, n'arrivent pas à se rassembler, dans les mosquées pour les prières quotidiennes. De deux, il y a des musulmans qui ont pris peur de pouvoir exprimer leur foi en public. Et également, cette crise a fait qu'il y a des musulmans qui portaient des grands boubous, qui se reconnaissaient, qui étaient reconnus par le port des grands boubous. Ils ne le portent plus les grands boubous pour ne pas se faire découvrir. Et il y a également des musulmans de petite foi qui ont abandonné totalement la religion. Voilà. Avant de conclure son témoignage, monsieur le témoin P0475 a été contre-interrogé par maître Léna Casier pour l'équipe de la défense Alfred Yekatom et par maître Marie-Hélène Prou pour la défense Edouard Ngaïsona. C'est ainsi qu'au 17 décembre 2021, la Chambre de première instance 5 a fini d'avoir entendu 24 témoins, jusqu'ici appelés à comparaître et à participer à la manifestation de la vérité dans ces procès. Le procès dans l'affaire, le procureur contre Alfred Yekatom et Patrice Edouard Ngaïsona, se poursuivra avec de nouveaux témoins appelés par le bureau du procureur.